à quel point tous les acteurs de ce marché ont pour seul objectif de prendre votre argent pour le mettre dans leur poche à eux. Généralement, une semaine après, quand on regarde les résultats, on se rend compte que ça a plutôt fait moins 1000 que fois 1000, mais bon. Parmi ces projets, 40%, donc 50 projets, ont perdu 90% en plus de leur valeur dans les 30 jours suivant la promotion, ont perdu environ 4,3 milliards de dollars en valeur marchande, tandis que 34 comptes insiders ont empoché 124,6 millions. Donc depuis 2021, 46 000 personnes ont perdu plus de 1 milliard de dollars dans des scams crypto, dans 575 millions liés à des investissements bidons promis sur les réseaux sociaux. La durée de vie moyenne d'un Bitcoin est de 78 minutes. Un gros acheteur a pris position sur le Bitcoin, 4 millions en levier 50, soit 200 millions. Ce soir, il gagne 6,8 millions de dollars. Vous vous dumpez sur la gueule pour liquider vos positions avec vos propres fonds. Cette vidéo ne représente pas un conseil en investissement. Investir comporte un risque de perte en capital. Vous êtes le seul et unique responsable de vos décisions d'investissement et il est de votre devoir de faire vos propres recherches avant d'investir. Ne faites confiance à personne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Max de la chaîne L'Investisseur Indépendant et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo assez dense, qui m'a demandé beaucoup de travail de recherche, mais qui me paraissait vraiment très important à faire, où je vais vous expliquer qu'en fait, en crypto, vous ne pouvez vraiment faire confiance à personne parce que tout le monde, et je dis bien tout le monde, joue contre vous. Et je vais vous montrer, preuve à la pluie, liste par liste, avec des articles, des posts Twitter, on va tout regarder ensemble, à quel point tous les acteurs de ce marché ont pour seul objectif de prendre votre argent pour le mettre dans leur poche à eux, de transférer l'argent des petites mains des particuliers aux mains des market makers et des gros institutionnels de ce marché. Et on va vraiment voir ensemble des données qui sont factuelles, qui sont chiffrées, qui sont sourcées et qui sont tracées pour voir tout cela. Avant de commencer, si vous n'avez pas encore fait vos premiers pas dans le marché crypto, sachez qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, donc le 10 février, les prix se sont encore cassés la figure. On est potentiellement encore sur des bons moments pour rentrer dans le marché. Ce sera à vous, bien évidemment, de faire vos propres recherches et de juger si c'est le cas, puisqu'il y a de plus en plus de monde qui nous disent que le cycle, le bull run est fini et qu'on va repartir en bear market. Ce qui est une possibilité, c'est pas la possibilité que je privilégie dans tous les cas, mais c'est une possibilité. En tout cas, vous avez le premier lien en description qui va vous permettre de télécharger donc mon e-book, qui va vous permettre de faire vos premiers pas dans le monde crypto, d'acheter vos premières cryptos, que ce soit sur les plateformes centralisées ou sur des plateformes décentralisées. Je vous accompagne écran par écran, capture d'écran à l'appui justement. Vous pourrez tout suivre écran par écran pour savoir ce qu'il faut faire et faire vos premiers pas dans cet univers qui est passionnant mais qui est aussi très dangereux. Donc n'hésitez pas, c'est le premier lien en description de la vidéo. Allez, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps et on va tout de suite passer au premier acteur à qui vous ne pouvez pas faire confiance et qui joue contre vous. Donc on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, les influenceurs crypto. Bien évidemment, ce sont des gens à qui vous ne pouvez pas faire confiance, qui vont vous filer des liens en disant voilà le top 10 des mêmes coins qui va faire x1000 dans une semaine. Généralement, une semaine après, quand on regarde les résultats, on se rend compte que ça a plutôt fait moins 1000 que fois 1000, mais bon. Voilà, donc malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui se font avoir. Il y a encore beaucoup de gens qui se font même influencer par des youtubeurs crypto, mais pas que, aussi des influenceurs du monde traditionnel, voire même des stars, qui sortent leur même coin en faisant la pub auprès de leur communauté, en disant c'est génial, vous allez voir, ça va pumper, c'est trop bien, allez-y acheter. Et en fait, ils sont en train de reguer leur communauté. Donc on va tout de suite aller voir des articles à ce sujet pour voir un petit peu tout ça. Et donc, on se retrouve tout de suite sur Grok, qui est donc l'intelligence artificielle de X, anciennement Twitter. Moi, j'ai toujours Twitter, mais bref. Donc, je lui ai posé la question et je lui ai demandé de faire des recherches sur le crypto de Twitter, parce que la communauté crypto est très, très active sur Twitter. Donc, je lui ai demandé de me rechercher des articles et des analyses pour savoir à quel point, en fait, les influenceurs crypto et les influenceurs même de manière générale
refilent des scams et des rug pulls, donc des arnaques, qu'on peut faire très simple, à leur communauté. Et donc voici la réponse que Grok m'a apportée. Alors, données chiffrées sur les influenceurs crypto et les scams. Donc, dans un article de Forbes du 17 juillet 2024, The Crypto Influencer Scam Epidemic, on nous dit qu'une étude de l'université de Stanford révèle que 25%, donc un quart, des 500 principaux influenceurs crypto sur X en 2024, soit 125 influenceurs, ont promis au moins un projet qui s'est avéré être un scam, touchant un total cumulé de 15 millions d'abonnés. Donc vous voyez, il y a déjà un quart des plus gros influenceurs crypto qui ont au moins promu un scam. Après, à savoir, est-ce qu'ils l'ont fait en toute connaissance de cause ou est-ce qu'ils ne savaient pas qu'ils promevaient un scam? Ça, c'est l'éternelle question qu'il reste, mais bon, voilà. Déjà, on a quand même des chiffres là. Parmi ces projets, 40%, donc 50 projets, ont perdu 90% en plus de leur valeur dans les 30 jours suivant la promotion. Donc souvent des pump and dump ou des rug pulls. Exemple historique, le token Squid en 2021 a chuté de 2856 $ à 0 $ après une promotion massive. Les influenceurs sont payés en token ou en cash jusqu'à 65 000 $ par vidéo selon CNBC le 11 août 2022, incitant à promouvoir sans vérifier la légitimité. Donc ça, je vous en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes. En fait, les influenceurs, ils sont contactés par les marques, par les projets, par les développeurs, par qui vous voulez, en leur disant voilà, vas-y, va faire la promotion de ce token là, pose pas trop de questions, je te file du cash, soit en token gratuit, soit en dollars sonnant et trébuchant. Et derrière, en fait, c'est une grosse arnaque. Lui, il va vous dire regardez, moi j'ai investi, alors qu'en fait il a eu les tokens gratuits, ça lui a pas coûté un centime, mais voilà, il va vous faire croire qu'il est skin in the game et que du coup vous pouvez y aller, que c'est un truc sérieux, que lui il y croit aussi parce que lui il investit, blablabla. Derrière, quand la communauté achète, en fait lui il va vendre des tokens qu'il n'a pas payés. Donc ça va être du net entrée pour lui et puis du net sortant pour la communauté qui va se faire voler littéralement ses fonds par les influenceurs. Donc vraiment faites attention, franchement, faites attention à qui vous suivez sur les réseaux. Faites attention surtout aux youtubeurs, aux instagrammeurs, même sur Twitter qui vont vous refiler des projets en vous disant investissez sur ce projet, c'est sûr, vous allez voir, ça va être super, ça va être génial, moi j'investis, c'est trop bien. Faites vraiment, vraiment très attention à ça. Ensuite, on va nous parler du token Libra, dont on va quand même pas mal parler finalement dans cette vidéo. Donc sur les 1,2 million d'acheteurs du token Libra, 70%, donc 840 000 wallets, ont perdu leur investissement total après que des influenceurs sur X et TikTok ont été payés pour le promouvoir, générant une capitalisation initiale de 4,56 milliards de dollars avant une chute de 94%. Les insiders, dont certains liés aux influenceurs, ont retiré 107 millions de dollars, 57,6 millions en USDC, 49,7 en token Solana, selon Look on Chain. Les paiements aux influenceurs atteignaient 50 000 $ par poste, selon un article du DL News du 19 février 2025. Les influenceurs ont amplifié un scam pour des gains personnels au détriment de leurs abonnés. Donc l'impact financier sur les communautés, encore sur le Libra. Donc 840 000 détenteurs, c'est ce qu'on a vu plus haut, 70% des 1,2 million ont perdu environ 4,3 milliards de dollars en valeur marchande, tandis que 34 comptes insiders, dont certains connectés à des influenceurs, ont empoché 124,6 millions. Les influenceurs sur Jupiter et TikTok ont été payés pour créer l'engouement avec des posts sponsorisés identifiés par Galaxy Research. Les abonnés subissent des pertes massives pendant que les influenceurs et insiders en profitent. Là, on a une source de la FTC, la Federal Trade Commission aux États-Unis. Donc, depuis 2021, 46 000 personnes ont perdu plus de 1 milliard de dollars dans des scams crypto, dans 575 millions liés à des investissements bidons promis sur les réseaux sociaux, souvent par des influenceurs. Les pertes médianes individuelles sont de 2 600 $, avec 70% des paiements en BTC. Les scams d'investissement dominent, 575 millions de dollars, alimentés par des promesses de rendement exagérées. Les influenceurs payés pour ces promotions ciblent des abonnés peu informés, amplifiant les pertes. Donc voilà, effectivement, ça ce sont des influenceurs qui vont cibler principalement les débutants. Si par exemple vous êtes sur WhatsApp
ou sur Telegram et que quelqu'un que vous ne connaissez pas vient vous contacter en disant vas-y, file-moi du pognon, file-moi tes cryptos, vous allez voir, je vais vous les faire gagner, je vais vous faire du 10% par semaine, garanti, vous allez voir, c'est génial, machin. Vous allez dire, oh là là, ça a l'air bien, bah allez, je vais envoyer 100 balles pour voir ce qui se passe. Derrière, ils vont vous créer un faux compte Binance, un faux compte Kraken. En fait, c'est juste un front-end qui ressemble à l'interface de Binance, par exemple, où vous allez voir que votre dépôt va apparaître, mais en fait, c'est juste des chiffres. Votre argent, il n'est pas là du tout, il est déjà parti ailleurs, mais ils vont vous créer une fausse page Binance pour vous faire croire que votre argent est là. Bien évidemment, comme c'est un fake, ils peuvent changer les chiffres eux comme ils veulent, donc ils vont vous faire croire que effectivement vous avez des rendements de 10% par semaine, jusqu'à que vous remettiez la main à la poche, en remettant, si vous aviez mis 100 $ pour voir, peut-être que vous allez mettre 1000, 10 000, 50 000 peut-être. Et puis là, ils vont continuer à faire semblant de faire travailler votre argent qui n'est pas du tout là. Et le jour où vous allez vouloir le retirer, c'est là que vous allez vous rendre compte de la supercherie et votre argent, il est déjà loin de chez très loin. Donc vraiment, faites très attention à ça. Déjà de base, si quelqu'un que vous connaissez pas vous contacte sur les réseaux en vous disant vas-y, file-moi du pognon, je vais gérer pour toi, c'est un scam en fait. Ça n'existe pas, ça. Personne fait ça. Donc voilà, vraiment. Je sais que ma chaîne, en plus, elle est principalement orientée pour les débutants et donc je vais vraiment insister là-dessus, mais vraiment faites très 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 attention à ça. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Certains influenceurs crypto facturaient jusqu'à 65 000 $ pour une seule vidéo promotionnelle en 2022, avec des minimums de 1 000 $ par vidéo, confirmés par plusieurs sources. Donc, Ben Armstrong, BitBoy Crypto, 1,5 million d'abonnés, a admis avoir accepté des paiements pour promouvoir des projets comme Distix, qui s'est révélé être un scam avant d'arrêter en janvier 2022 après des pertes pour ses abonnés. Les sommes élevées expliquent pourquoi les influenceurs vendent des projets douteux sans due diligence. Effectivement, demain, vous contactez un influenceur un peu scrupuleux qui a juste envie de faire du pognon en lui disant vas-y, je te donne 50 000 balles et tu promeux ma merde, il va le faire. Et derrière, vous allez le suivre parce que vous avez confiance en lui et vous allez vous faire éclater. Donc faites vraiment très attention à ça. Aiden Davis, influenceur crypto, a admis avoir gagné 100 millions de $ en promouvant le Libra via des informations internes payées par des insiders pour sniper le lancement. Alors là, on va essayer de traduire un peu ce qui vient de se dire ici. Donc le Libra, on va en reparler dans cette vidéo, mais c'est le token qui a été lancé par le président argentin Javier Milei, qui a scammé tout un pays entier, en fait, pour faire très simple, mais on reviendra en détail là-dessus tout à l'heure. Donc, on a un influenceur qui a admis avoir gagné 100 millions de $ en faisant la promotion de cette saloperie, et il admet qu'il était également au courant du lancement avant qu'il ait lieu, parce que du coup, ce qu'on appelle sniper un contrat, c'est qu'en fait, quand les tokens, les mêmes coins sont émis, vous avez le contrat qui est créé à la base et vous avez donc des développeurs, en fait, des gens qui sont très calés en informatique, qui ont créé des bots, bien souvent, pour sniper les contrats. C'est-à-dire que dès que le contrat apparaît sur une blockchain, en fait, tout de suite, ces gens-là vont aller acheter un gros montant de tokens avant que ça soit listé ou que ce soit et que le prix ait le temps d'augmenter, ce qui fait qu'en fait, ils sont là vraiment au tout début, et quand même là, et même quand les tokens arrivent du coup sur des exchanges décentralisés, voire centralisés, en fait, ces gens-là, ils sont rentrés déjà bien avant, et ils sont des fois sur des fois 1000, fois 10 000, et c'est ce qui leur permet de faire des gains qui sont monumentaux, en dumpant ensuite sur la tronche de ceux qui pensent être early, alors qu'en fait, il y en a déjà qui sont sur des fois 10 000, qui sont rentrés bien avant eux. Voilà comment ça se passe. Donc les paiements massifs incitent à pousser des scams, même avec des preuves de fraude. Voilà, encore une fois, le token Save the Kids, promu par des membres de Face Clan, Kate Jarvis, alors je ne connais pas ces gens-là, avec des millions d'abonnés, a chuté de 60% en juin 2021, laissant les investisseurs avec des pertes estimées à des dizaines de millions de $. Les influenceurs ont été payés pour vanter un projet soi-disant caritatif, mais les fondateurs ont abandonné avec les fonds. Paiement non divulgué pour un scam flagrant. Voilà. Ensuite, Kim Kardashian, qu'on connaît tous, a gagné 250 000 $ pour promouvoir Ethereum Max en 2021, qui a perdu 97% de sa valeur. Donc promotion sans disclosure, typique des influenceurs payés pour duper leurs abonnés. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a parlé du projet sans dire qu'elle était payée pour le faire. Et donc voilà, gain personnel au détriment des communautés. Encore une fois, vous voyez, même des stars. Bon, après Kim Kardashian, les gens qui sont... Excusez-moi, mais les gens qui sont suffisamment bêtes pour suivre les conseils financiers de Kim Kardashian, à un moment, tant pis pour eux. Mais bon, même des stars mainstream, entre guillemets, ruguent leur communauté, quoi.
Je vous mettrai le lien de toute façon de cette recherche en description de la vidéo. Comme ça, si vous voulez voir un petit peu les sources qui sont citées et faire un peu des recherches par vous-même, si vous voulez creuser, en savoir un peu plus, et ben vous pourrez le faire sans problème. Voilà, donc pour cette partie influenceur, on a vu déjà pas mal de choses que j'avais à vous dire. Alors bon, effectivement, je veux quand même préciser que bien évidemment, tous les youtubeurs et tous les influenceurs ne sont pas des escrocs et ne scamment pas leur communauté, bien évidemment, et heureusement d'ailleurs. Mais ceci étant dit, voilà, à chaque fois que quelqu'un va vous pousser un projet, même s'il le fait en toute bienveillance, dans tous les cas, ça veut dire que lui, potentiellement, il est déjà investi dans ce projet et donc il a quand même un intérêt à en parler parce que s'il y a des nouvelles personnes qui rentrent, techniquement, ça va faire monter le prix. Après, bien évidemment, il y a quand même une différence entre un youtubeur qui va vous dire écoutez, je vais vous présenter un projet parce que je trouve que vraiment il y a une super communauté. En plus de ça, ça a apporté une vraie révolution sur la blockchain en termes de technologie par rapport à ce qui existe, etc. Et un mec qui va vous dire allez-y, investissez sur The Coin, je vous promets du x10 en une semaine, ça va aller to the moon, machin, blablabla. On sait même pas ce que c'est, on sait même pas sur quoi ça repose. Il y a une différence, on est d'accord. Cependant, à chaque fois que quelqu'un va vous pousser un projet, à chaque fois que quelqu'un va vous pousser un coin ou un token, faites vos propres recherches, allez creuser par vous-même, faites-vous vos propres convictions, puisqu'encore une fois, et ça je le répéterai jamais assez sur toutes mes vidéos, pour pouvoir tenir sur le cycle, dans des périodes comme on est là maintenant, où les prix se font éclater, si vous avez des projets en portefeuille que vous avez achetés parce que un tel ou un tel vous a dit que c'était trop bien, mais que vous ne savez pas ce que c'est, vous ne savez pas comment ça fonctionne, que vous n'avez pas fait vos propres recherches, vous ne pourrez pas avoir les convictions nécessaires pour garder le projet et vous allez le vendre en pleine capitulation, en perte et vous allez perdre de l'argent. Donc, quel que soit l'influenceur qui vous pousse, quel que soit le projet, faites bien vos propres recherches, recherchez qu'est-ce que ça apporte en plus, dans quel système, dans quel écosystème ça fonctionne, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça apporte en plus à l'écosystème crypto, quelle est la valeur ajoutée, comment se rémunère le projet, est-ce que vraiment il génère de la croissance, il génère des revenus. Voilà, vraiment faites vos propres recherches et si derrière vous êtes convaincu par le projet, ok, vous pouvez rien en acheter et ça vous permettra de vous dire moi vraiment ce projet j'y crois, je pense vraiment que ça va faire des bonnes choses, je pense vraiment que ça a une réelle valeur ajoutée et que ça va bien se payer sur ce cycle. Et donc, dans les périodes difficiles comme on est en train de vivre en ce moment, ça vous permettra de maintenir vos positions parce que vous aurez une conviction que le projet que vous avez, selon vous et les recherches que vous avez fait, il est solide et vous aurez beaucoup plus de facilité à le conserver dans les périodes difficiles et à pouvoir le vendre du coup dans les périodes où vous serez en gain par rapport à votre achat, en tout cas. Voilà, donc on va passer à la deuxième entité, entre guillemets, à laquelle vous ne pouvez pas faire confiance sur ce marché et qui est là malheureusement pour vous prendre votre pognon. Et donc on va parler des développeurs et principalement donc des développeurs de Memcoin, parce que c'est vraiment la mode sur ce cycle avec la blockchain Solana, avec le site Pumpfun dont on va beaucoup parler là, vous allez voir. Et donc c'est pareil, je vais vous sortir des données chiffrées avec des articles et on va voir tout ça ensemble. Donc pour ça, on va voir ensemble un article de l'école de commerce blockchain, BBS School. Mais vous voyez déjà en titre de cet article, et c'est ce que je voulais déjà commencer par vous montrer, la durée de vie moyenne d'un memcoin est de 78 minutes. Je ne sais pas si ça vous donne une idée de la vitesse à laquelle ça monte, ça descend et ça disparaît. Donc vraiment, voilà, on va regarder un petit peu l'article plus en détail, voir ce que ça nous raconte. Bien évidemment, je ne vais pas vous lire tout l'article parce qu'il est relativement long, mais encore une fois, vous l'aurez en description et vous pourrez le consulter si vous voulez avoir plus d'infos. Voilà, donc cet article, c'est celui-ci, donc la folie spéculative entre arnaque, coup politique et justice implacable sur Solana. Donc il est sorti le 22 février 2025. Donc on va d'abord nous expliquer ce qu'est un memcoin. Donc voilà, aujourd'hui c'est un actif numérique qui repose sur rien, juste sur un mème et sur une communauté qui l'adopte. On va nous citer certains des principaux memcoins qui existent, le Dogecoin, le Peanut, le Shiba Inu. On va nous parler de la plateforme Pump.fun qui a permis la prolifération de ces memcoins. Je vais vous lire quelques passages de ce chapitre pour que vous compreniez un petit peu. Donc la prolifération des memcoins a grandement été facilitée par l'émergence de plateformes no-code dont la plus célèbre est Pump.fun.
qui permettent à quiconque de créer un token en quelques clics. Ces plateformes simplifient considérablement le processus technique, rendant la création de memcoins accessible à un public beaucoup plus large. Pump Fund, qui opère sur la blockchain Solana, offre une interface conviviale où les utilisateurs peuvent créer un memcoin en définissant simplement un nom, une image, un ticker et une description. Auparavant, le lancement d'un nouveau jeton impliquait la constitution d'un pool de liquidité initial, nécessitant un investissement de 1000 à 5000 dollars en Ethereum ou en Solana. Cette barrière financière était souvent exploitée par des escrocs. Pump Fund a révolutionné le processus en éliminant cette exigence de capital initial, permettant ainsi la négociation de ses actifs sans nécessiter de fonds de départ significatifs. En gros, là maintenant, vous pouvez, grâce à ces plateformes merveilleuses et sensationnelles, créer votre propre memcoin sans mettre d'investissement initial quasiment. Et s'il atteint 90 000 dollars de capitalisation, il est automatiquement listé sur une plateforme qui s'appelle Raydium, qui est un échange décentralisé type Uniswap, mais sur Solana. Et donc ce transfert marque une étape cruciale vers une cotation potentielle sur des exchanges plus importants comme Coinbase, et Pump Fund tire ses revenus en prélevant une commission d'échange de 1% sur toutes les transactions de memcoin et en recevant 1,5 jetons Solana chaque fois qu'un de ces jetons atteint une capitalisation de 90 000 dollars et est listé sur Raydium. Donc la plateforme a généré 170 millions de dollars de revenus cumulés. La blockchain Solana est devenue le principal terrain de jeu pour la création de nouveaux jetons, représentant 91% des nouveaux jetons créés en novembre 2024. C'est aussi l'application crypto à la croissance la plus rapide de l'histoire. 100 millions de dollars de revenus en à peine 217 jours. Voilà, donc bienvenue dans le merveilleux monde de la crypto en 2025, où les seuls trucs qui marchent, ce sont des scams de merde qui reposent sur rien, lancés par des trous de balles, excusez-moi, qui n'ont rien d'autre à foutre de leur journée qu'à aller coder des trucs sur des plateformes pourries en espérant reguer un maximum de monde. Ça fait rêver. Voilà, donc en plus, il existe des outils tels que Dogwiftool qui permettent de manipuler artificiellement les métriques des nouveaux jetons et de simuler une forte activité, créant ainsi un faux engouement autour d'un projet. Ces outils permettent de générer un volume de transactions artificielles grâce à une multitude de portefeuilles sans lien entre eux, donnant l'illusion d'une demande soutenue. C'est ce qu'on appelle le fameux wash trading, qui existe depuis déjà pas mal d'années sur même des projets qui ne sont pas des memcoins. Mais bien évidemment, dans cet univers-là, ils les utilisent à foison. Allez, donc là, on va partir sur la partie intéressante de l'article, les risques et dérives des memcoins, volatilité, arnaque et rug pull. Donc, les memcoins sont intrinsèquement spéculatifs et caractérisés par une volatilité extrême. Y investir comporte un risque élevé de perte en capital en raison de leur sensibilité aux fluctuations des tendances en ligne et à l'engouement médiatique. La prévalence des arnaques est un problème majeur dans l'écosystème des memcoins. Tiens donc, des études suggèrent qu'un memcoin sur 6 est une escroquerie. Voilà. Seulement 0,4% des traders sur Pump Fund ont gagné plus de 10 000 dollars, donc 55 000 wallets sur les plus de 13 millions. Et on recense uniquement 294 wallets ayant réalisé 1 million de dollars de gains grâce au memcoin, soit 0,00217% des wallets. Parmi ces arnaques, le rug pull est particulièrement dévastateur. Donc un rug pull se produit lorsque les développeurs d'un projet l'abandonnent brusquement après avoir levé des fonds auprès des investisseurs, laissant ces derniers avec des jetons sans valeur. Dans un rug pull, les développeurs retirent la totalité des réserves de liquidité du projet, privant ainsi les jetons restants de toute valeur. Les rug pulls peuvent être classés dans deux catégories principales. Donc les rug pulls immédiats, où les développeurs retirent brutalement toutes les liquidités, entraînant un effondrement instantané de la valeur des jetons. Et c'est ce qui se passe dans 99,999% des cas. Ou les rug pulls progressifs, où les fonds sont extraits graduellement sur une période prolongée, donnant l'illusion d'un projet viable avant que les développeurs ne disparaissent avec les fonds restants. Des exemples notoires de rug pull incluent OneCoin, Todex et Squid Game Token. Donc voilà, vous irez voir si vous voulez un peu plus d'infos là-dessus. La société de recherche BDC a révélé que 40% des projets de memcoin sont des schémas de type pump and dump, gonfler artificiellement le prix puis vendre massivement pour réaliser un profit rapide, tandis que 30% se terminent par des rug pulls. C'est merveilleux, hein? Toujours selon BDC, la durée de vie moyenne d'un memcoin est d'à peine 78 minutes avant qu'il ne perde toute sa valeur et 97 des projets de memcoin se soldent par un échec rapide.
Voilà, donc les signaux d'alerte peuvent aider à identifier certains rug pulls. Je vous laisserai aller voir là-dessus. Donc là, on va commencer à en parler parce que c'est la suite de la vidéo. Même coin politique à Trump, Milley et la Centrafrique. Donc Trump et Melania avec leur investiture historique. Donc vous n'êtes pas sans savoir, je pense en tout cas, que ces deux compères, ces deux joyeux lurons, ont lancé leur même coin avant que Trump n'accède à la Maison Blanche cette année. Donc le jeton Trump est passé de 6 $ à 75 $ l'unité en 36 heures, avec un market cap atteignant 15 milliards de dollars, le hissant dans le top 5 des cryptos les plus capitalisés au monde. Tout va bien, hein. Au pic de son activité, il a atteint des volumes d'échanges extraordinaires. Le 19 janvier 2025, le volume de transactions a culminé à plus de 52,54 milliards de dollars sur une période de 24 heures. Voilà. Et puis pendant ce temps, les cryptos qui sont réellement utiles avec des forts fondamentaux, eux, ils perdaient du 20-30%. Pourquoi ? Parce que tout le monde vendait ses projets pour aller acheter cette daube sur laquelle ils se sont fait rug par la suite, bien évidemment. Donc une illustration de l'engouement spéculatif qui entoure ces actifs numériques. Le même coin Trump a été créé sur la blockchain Solana, réputé pour sa rapidité et ses faibles frais de transaction. Notez d'ailleurs que cette frénésie d'échange a généré des revenus sans précédent pour les validateurs du réseau Solana, avec plus de 30 millions de dollars versés en une seule journée. Sur les 4 jours suivant le lancement de Trump, les exchanges décentralisés de l'écosystème Solana ont traité un volume stupéfiant de 96,5 milliards de dollars. Alors c'est clair que là, la blockchain Solana et le jeton Sol en ont grandement profité. Il est important de noter que, comme l'a notamment révélé Bubble Maps, la tokenomics du jeton Trump pose question, sans déconner. En effet, Trump et son équipe détiennent la majorité de la supply. Sa distribution totale est plafonnée à 1 milliard de tokens, dont 200 millions ont été mis en circulation lors de l'offre initiale. Donc les 800 millions restants, soit 80%, sont détenus par deux entités affiliées à Donald Trump, CIC Digital LLC et Fight 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 LLC. Ces tokens réservés sont soumis à une période de blocage de 3 à 12 mois, suivie d'une libération progressive sur 24 mois. Ce qui soulève des interrogations quant à la centralisation du contrôle et au potentiel de manipulation. La communauté crypto a réagi de manière partagée, certains saluant l'initiative comme une forme d'innovation financière, tandis que d'autres ont exprimé des inquiétudes quant aux implications éthiques et réglementaires. Voilà, écoutez, que dire de plus, hein. Dans la foulée, Trump a lancé un deuxième memecoin, donc par Melania cette fois-ci. Donc l'épouse du président américain, 2 jours après celui de son mari, a ajouté une nouvelle dimension à la controverse. À nouveau, Bubble Maps avait relevé des incohérences dans la répartition des jetons entre ce qui était affiché sur le site officiel et les données on-chain. Résultat des courses aujourd'hui, plus de 800 000 portefeuilles sont en perte sur le même coin Trump pour un total de plus de 2 milliards de dollars. Voilà. Donc la Centrafrique avec notre bon ami le président Touadéra. En février 2025, la République centrafricaine a elle aussi lancé son même coin officiel, le SCAR, après l'échec de sa première tentative avec le projet Sango. Le président Faustin Archange Touadéra a annoncé le lancement du même coin national, une décision qui a suscité surprise et réactions mitigées au sein de la communauté crypto. Malgré l'enthousiasme affiché, plusieurs éléments ont rapidement éveillé les soupçons de la communauté, notamment des doutes sur l'authenticité de la vidéo d'annonce du président soupçonné de deepfake IA. Donc on ne sait pas si c'est réellement le président de la Centrafrique qui a lancé ce même coin ou pas. Mais en attendant, voilà. Et le dernier scandale en date avec notre bon ami Javier Milei, président de l'Argentine, et son token, le Libra. Quelques jours plus tard, le président argentin Javier Milei faisait la promotion du même coin Libra sur X, présenté comme un moyen de soutenir les petites entreprises argentines. Le token a connu une ascension fulgurante, atteignant une capitalisation de 4,5 milliards de dollars, après une hausse de 400% en quelques heures. Cependant, peu de temps après, l'équipe du projet a vendu massivement ses tokens, ça alors, entraînant une chute du prix de 95%. La capitalisation boursière a alors chuté de plus de 4 milliards de dollars. L'affaire est largement considérée comme une escroquerie de type rug pull. Des insiders ont liquidé pour 87,4 millions de dollars de tokens en seulement 3 heures.
Une grande partie des tokens était détenue par un seul groupe et aucune information sur la répartition des tokens n'a été communiquée. Après l'effondrement du token, Javier Milei a supprimé son tweet promotionnel et a affirmé qu'il n'était pas lié au projet, bien évidemment, et qu'il n'était pas au courant des détails. Bah oui, forcément. Il a déclaré qu'il soutenait une entreprise privée sans lien avec lui et qu'il a décidé de ne plus en parler après avoir pris connaissance des détails du projet. Bref, on nous prend vraiment pour des débiles du début jusqu'à la fin, hein, quand même. Donc voilà, faut quand même être conscient de ça parce que là, encore une fois, hein, plus de 50 000 portefeuilles sont devenus détenteurs de Libra en seulement 2 heures. Au moins 24 adresses ont perdu plus d'1 million de dollars sur Libra et au moins 61 adresses ont perdu plus de 500 000 dollars. Une adresse a même subi une perte nette de 5,17 millions de dollars. Voilà, donc Milei, alors ça c'est très drôle aussi. Hein. Ça c'est vraiment très très drôle. Écoutez ça les amis parce que franchement il y a de quoi dire. Hein. Milei a saisi le bureau anticorruption pour vérifier si quelqu'un dans son gouvernement a eu un comportement inapproprié et a demandé l'ouverture d'une enquête sur le projet crypto. Il pourrait faire l'objet d'une procédure de destitution au Congrès. Ce qui est très drôle quand même, c'est que le mec a demandé à sa propre administration de faire une enquête sur lui pour savoir s'il était corrompu, en gros. Bah, j'ai hâte d'avoir les résultats de l'enquête, hein, franchement. Hein. Non, mais vraiment, on nous prend vraiment pour des cons. Hein. Excusez-moi des termes, hein, mais franchement, il y a un moment, il faut vraiment dire les choses quand même. Donc, cet article, je vous le laisse en description, hein, vraiment, parce que franchement, il y a vraiment, vraiment de quoi dire. Et si certains d'entre vous sont intéressés pour en savoir plus, vous trouverez, je pense, pas mal d'informations en plus là-dedans. Voilà, donc en ce qui concerne nos amis développeurs, je pense que vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne. Et par ailleurs, je vous laisse également un autre article de Cointelegraph en description qui explique, en plus de tout ce que je vous ai dit, que dans la communauté crypto, c'était déjà un secret de polichinelle bien avant que ce token Libra soit lancé. Et que notamment des développeurs de chez Jupiter, hein, qui sont donc un projet crypto basé sur Solana, étaient au courant que ça allait être un rug pull et une arnaque, et ont quand même participé au projet. Donc vous voyez, hein, les développeurs, les projets crypto, tout le monde vous scamme la gueule dans l'objectif de vous piquer votre pognon, encore une fois. Donc je vous laisse l'article en description. Vraiment, n'hésitez pas à aller jeter un œil à toutes ces ressources parce que ça m'a vraiment pris du temps de faire toutes ces recherches, d'aller chercher les infos et tout. Et franchement, il y a de quoi dire, il y a de quoi faire. Et je pense que c'est très important, surtout si vous êtes débutant, que vous preniez conscience de ces choses-là parce que on vit dans un écosystème qui est vraiment scandaleux, quoi. Allez, on va passer maintenant, même si on en a quand même déjà bien parlé, hein, donc la troisième entité qui nous rug la tronche gaiement depuis quelques mois, ce sont même les présidents et les pays, hein, donc le Libra notamment, hein, on va aller voir l'article de Cointelegraph d'ailleurs maintenant, et on va regarder d'autres données. Voilà donc le fameux article de Cointelegraph dont je vous parlais, hein, le jeton Libra approuvé par Milei était un secret de polichinelle dans les cercles du même coin. Donc, aujourd'hui, Milei fait face à des appels de destitution de la part de ses opposants après avoir approuvé une crypto-monnaie qui se transformait en un tapis rouge de 100 millions de dollars. Pas mal, hein? Et on nous dit bien donc que le lancement du token approuvé par le président argentin Javier Milei était largement connu parmi les initiés du meme coin jusqu'à 2 semaines avant sa montée et sa chute spectaculaire selon Jupiter Exchange. L'effondrement du jeton a porté un nouveau coup à la confiance des investisseurs après que 8 portefeuilles d'initiés ont encaissé 107 millions de dollars de liquidités, entraînant une perte de capitalisation boursière de 4 milliards de dollars en quelques heures. Et regardez-moi ce magnifique graphique, mais que c'est beau, mais que c'est beau. Un vrai meme coin comme on les aime, hein. Voilà, donc ajoutant à la controverse, certains membres de l'exchange décentralisé Jupiter auraient été au courant du lancement imminent du jeton des semaines avant son arrivée sur le marché. Des semaines avant son arrivée sur le marché. Donc il faut bien que vous compreniez que les dés sont complètement pipés dans ce jeu. Vous êtes devant votre ordi à essayer d'aller chercher des contrats, machin, sniper des meme coins, ce que vous voulez, pendant que les mecs, eux, ils sont au courant des trucs qui vont arriver des semaines à l'avance. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est perdu d'avance de jouer ce jeu-là, vraiment. Hein. Donc le lancement du jeton était un secret de polichinelle dans les cercles du meme coin. Voilà, donc je vous laisserai regarder, hein, je vais pas
Je vais pas vous détailler tout ça dans le moindre détail. L'article, il sera sous la vidéo. Vous pourrez aller, vous voyez, il y a même les adresses qui ont été listées. Vous pourrez vraiment tout regarder en détail parce que vraiment, c'est complètement scandaleux. Voilà, donc on va pas revenir plus en détail sur ces histoires de meme coin parce qu'on en a déjà bien parlé. Mais sachez que nos chers présidents ont bien d'autres moyens de nous reguer la tronche et c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Donc, le week-end dernier, le week-end du 1er mars, notre ami Donald Trump a tweeté sur la réserve crypto US en disant que, en gros, la réserve crypto des États-Unis dont il a parlé allait être mise en place avec un executive order et que dans cette réserve crypto, il y allait avoir du XRP, du SOL et du ADA. Ce qui a entraîné un pump massif pour ces cryptos. Je crois que le ADA a pris 66% de hausse en quelques heures. Donc voilà, ça a vraiment donné un coup de pression à la hausse assez énorme. Et en fait, une heure plus tard, Donald Trump a à nouveau tweeté, et bien sûr, évidemment, j'ai oublié de le dire, Bitcoin et Ether seront aussi présents dans cette réserve, bien évidemment. Alors, ce qui est très drôle avec ça, et c'est ce qu'on va voir juste après, c'est qu'en fait, on a l'impression que notre ami Donald Trump, il a reçu un coup de fil entre les deux, entre ces deux tweets, d'un copain à lui, c'est ce qu'on va voir sûrement après, lui disant, écoute, t'as oublié un peu de dire un truc là dans ton tweet, est-ce que tu pourrais pas rajouter ça et ça, s'il te plaît, parce que ça m'arrangerait bien. Alors, on va voir plus en détail ce qui s'est passé. Donc, le jour même, Insider Trading on Trump's Crypto Reserve Announcement, donc une baleine a posé un pari sur la hausse du Bitcoin et de l'Ether en x50 en posant 4 millions de dollars et donc a créé une position de 200 millions de dollars. Donc en gros, quelques minutes au maximum, quelques heures avant l'annonce de Trump, vous avez une baleine qui dépose 4 millions en x50 de levier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, x50 c'est énorme. Avec un seuil de liquidation en plus qui était très très faible. Donc en fait, voilà, on peut spéculer sur ce qu'on veut, je vous laisserai faire votre propre idée là-dessus, mais il savait clairement qu'il allait avoir une annonce et ce que ça allait donner. Et donc le mec a posé 4 millions de dollars sur Bitcoin et Ether avec un pari à x50 à la hausse. Et donc résultat des courses, voilà, délit d'initié, un ordre massif a été placé juste avant que Trump ne se ravise et n'annonce intégrer Bitcoin et Ethereum à la liste des cryptos initialement envisagées pour la réserve stratégique XRP, Solana et Cardano. Et donc, un gros acheteur a pris position sur le Bitcoin, 4 millions en levier 50, soit 200 millions. Ce soir, il gagne 6,8 millions de dollars. Fils, neveu, ami, contact pro de Donald Trump. Nota bene, son stop était ultra serré. Il savait. Vive les marchés non régulés. Voilà, donc bien évidemment, ça ne reste que spéculation. On n'a aucune preuve de quoi que ce soit. Et je vous laisserai vous faire vos propres idées là-dessus. À vous de voir ce que vous souhaitez penser. Même si pour moi, il n'y a pas vraiment de doute sur le fait que c'était un insider, qu'il était au courant, que c'était sûrement un proche de Trump. Et encore une fois, on nous scame la tronche parce que, bien évidemment, suite aux annonces de Trump, ça a eu un pump de 10 à 13% sur le marché crypto et sur à peu près toutes les cryptos qui ont été citées, qui se sont repété la gueule aussi sec le lendemain. Ce qui fait que, comme d'habitude, les particuliers qui ne sont pas formés sur le marché crypto, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, oulala, vite, ça monte, ça y est, ça repart, on achète. Le lendemain, ça s'est tout pété la gueule, et avec de fortes chances que ces mêmes gens qui ont acheté la veille quand ça repartait parce que ils avaient peur de rater le train, est revendu au moment de la baisse. Donc voilà, rien ne change. On achète des bougies vertes, on vend des bougies rouges, on fait tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Tout va bien. Voilà, donc vous voyez, aujourd'hui, même des présidents et des pays entiers se mettent à vous scammer la tronche. Et c'est quand même sacrément filou. Et donc, on va passer au dernier acteur dont je voulais vous parler. Et c'est sans doute le pire et le plus vicieux de tous. Parce que bon, là, on a quand même parlé beaucoup de meme coin ou de choses comme ça. Où voilà, si vous êtes un minimum formé, si vous êtes un minimum conscient de ce qui se passe sur le marché, c'est quand même assez facile à éviter.
Par contre, là, ce qui s'est passé, enfin, selon moi en tout cas, parce qu'on va voir que c'est encore une fois que de la spéculation, et sur le prochain acteur, vous allez voir que c'est beaucoup plus vicieux et beaucoup plus compliqué parfois à éviter. Et donc, on va parler des plateformes et des market makers. Donc, je vais vous retrouver tout de suite sur un article de Cointelegraph. Donc, voici l'article en question. Donc, qu'est-ce qu'on va voir sur cet article? Alors, déjà un petit peu de contexte. Cet article, il fait suite au hack de Bybit qui a eu lieu il y a quelques semaines. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Probablement le groupe Lazarus, c'est là que tout converge, c'est vers eux que les preuves convergent, en tout cas sur les responsables de ce hack chez Bybit, ont réussi à subtiliser un certain nombre d'Ethers équivalent à 1,4 milliard de dollars, ce qui fait qu'on a eu le plus gros hack crypto de tous les temps. Derrière, ils ont réussi à transférer les fonds un peu partout. Il y en a très peu qui ont réussi à être bloqués. Aujourd'hui, la plupart des fonds sont encore tracés, mais je crois qu'il y en a 20% qui ont été perdus de vue. D'ailleurs, à ce sujet, vous pourrez aller voir, je vous la mettrai peut-être en description, mais il y a Asher qui a fait une très très bonne vidéo très complète là-dessus. Et il vous expliquera ce qui s'est passé sur Bybit largement mieux que moi. Donc, je vous mettrai le lien de la vidéo en description et n'hésitez pas à aller la voir. Asher fait du très très bon contenu en France. C'est le papa de la crypto en France pour moi, donc vous pouvez aller voir ses vidéos sans problème. Bref, donc voilà, suite à ça, on va voir ce qui s'est passé sur les plateformes centralisées. Donc, là, on nous dit que le Bitcoin est en chute libre. Il est passé sous la barre des 90 000 dollars pour la première fois depuis novembre 2024. Cette baisse s'explique par des sorties des capitaux des ETF, des liquidations de crypto dépassant les 1,3 milliard de dollars et les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine qui pèsent sur le moral des investisseurs. Donc, on va avoir le graphique du Bitcoin, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cet article. On va avoir le volume de sortie des ETF, c'est pas non plus ce qui nous intéresse dans cet article. Voilà, moi ce que je voulais vous montrer, c'était ça. Des liquidations de 1,3 milliard de dollars aggravent la chute du Bitcoin. Au-delà des tensions géopolitiques, le sentiment des investisseurs crypto a été fragilisé par des événements internes. Donc le 21 février, Bybit a subi le plus grand piratage de l'histoire des crypto-monnaies, avec une perte dépassant 1,4 milliard de dollars. La volatilité qui a suivi a provoqué 1,3 milliard de dollars de liquidation de crypto en 24 heures, touchant 362 000 traders selon CoinGlass. Le Bitcoin représente à lui seul 523 millions de dollars de ces liquidations. Alors, que s'est-il réellement passé? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que suite au hack de Bybit, Bybit a géré la crise de façon assez magistrale. C'est-à-dire que très très rapidement, ils ont réagi. Il y a le PDG qui a fait un communiqué tout de suite en disant qu'ils étaient victimes d'un hack. Ils se sont rapprochés d'autres exchanges crypto comme BitGet et Binance qui leur ont prêté des fonds pour qu'ils puissent assurer leur liquidité et les retraits des utilisateurs. Bien évidemment, les utilisateurs ont paniqué et ont eu peur de revivre le crash d'FTX il y a quelques années, donc ils ont voulu retirer massivement les fonds. Malgré ça, Bybit a réussi à honorer tous les retraits dans un délai de 8 heures, je crois, donc ça a vraiment été très très bien géré. Et ça n'a pas fait en sorte qu'il y ait un bank run qui se crée et que tous les utilisateurs viennent retirer leurs fonds, ce qui aurait vraiment aggravé la situation au possible. Donc là-dessus, on peut dire que globalement, ça a été quand même bien géré. Moi, il y a juste un petit truc qui me titille, c'est ça. Liquidation de 1,3 milliard de dollars. Et donc, je vais vous retrouver sur mon PowerPoint pour vous montrer 2-3 tweets qui m'ont paru intéressants et qui soulève une théorie qui me paraît, moi, crédible. Voilà, donc je vous partage un post de Marty Party, qui est donc une personne qui est en crypto depuis des années et des années, qui fait beaucoup d'analyse on-chain sur ce qui se passe. Et lui se pose une question, effectivement, puisque en 24 heures, les gens qui avaient parié sur la hausse des crypto-monnaies ont été liquidés pour 1,45 milliard de dollars, quasiment le même montant de fonds qui ont été volés par le groupe Lazarus, donc les hackers de Corée du Nord, sur le hack de Bybit. Et ça paraît suspect. Donc effectivement, on pourrait se dire que c'est lié au fait que, comme il y a des fonds qui ont été volés par des hackers, les hackers ont cherché peut-être à vendre ces fonds, ce qui a fait une pression vendeuse,
Il y a certaines personnes, et notamment des particuliers, qui ont paniqué, qui ont peut-être vendu leur crypto. Donc effectivement, ça a entraîné une pression vendeuse assez forte, ce qui aurait pu commencer à entraîner des liquidations qui se seraient transformées en cascade. Ça, c'est une première théorie. La deuxième théorie, c'est que vous vous souvenez, je vous ai dit, Binance, BitGet et d'autres exchanges ont fait des prêts ou des dons même à Bybit sur certaines cryptos. Et dans l'idée, est-ce qu'il se serait pas dit, et si on allait liquider les positions de nos clients pour les faire sortir et récupérer assez rapidement ce montant de 1,5 milliard quasiment de dollars pour se refaire en fait un peu rapidement sur le dos de nos utilisateurs, bien évidemment. Je vous laisserai encore une fois vous faire vos propres idées. Moi, la mienne, elle est clairement faite. Et je pense pas que ce soit juste la pression vendeuse de 3 personnes qui ont paniqué, qui a entraîné une cascade de liquidation à ce point. Tout en sachant que, vu que Bybit s'est fait hacker et voler ses fonds, eux, ils ont dû racheter aussi. Ils n'ont pas racheté en spot, bien évidemment, ils ont racheté en OTC, c'est-à-dire ils n'ont pas acheté sur Kraken pour un certain montant, mais normalement, le prix de l'Ether aurait dû monter avec une pression acheteuse comme ça, et pas baisser. Donc pour moi, il y a quand même eu quelques manipulations qui se sont passées là derrière. Hein. Je vais vous montrer un petit peu d'autres captures d'écran. Voilà, Market Maker Update. Donc voilà, on sait que Binance a transféré des Solana à Wintermute, qui est un market maker. Et on voit que bizarrement, les deux graphiques qu'on voit donc ici à gauche, c'est le stock de tokens Solana de la plateforme Binance. Et à droite, c'est le stock de Solana de la plateforme du market maker Wintermute. Et bizarrement, quand le stock de Solana sur Binance s'est écroulé, on a eu un spike sur Wintermute au même moment, hein, quasiment. Hein. Ce qui a fait que le prix du Solana est passé de 300 $ à 150 $ en quelques temps, mais alors vraiment en une période de temps assez courte, ce qui a dû entraîner une cascade de liquidation relativement colossale. Et je pense pas que ça se soit passé juste pour la vente des utilisateurs. Hein. Voilà, donc encore une fois, je vous laisserai vous faire vos propres idées sur cette situation. Ceci étant dit, vous pourrez aller voir sur Arkham Intelligence. Vous pourrez demander à Grok des informations sur Twitter, parce que c'est grâce à lui que j'ai réussi aussi à trouver ce genre d'infos. Mais il y a des traces comme quoi, au moment où Binance a fait son prêt à Bybit, ils ont également envoyé à peu près 100 millions de dollars d'actifs aux market makers comme Wintermute. Est-ce que ces fonds ont été vendus ou pas? Généralement, quand ils les envoient sur des market makers, c'est pas juste pour faire joli et dire qu'ils ont envie de les transférer. Donc pour moi, effectivement, il y a eu une forte manipulation des exchanges de Binance, mais pas que, qui, en fait, en interne, ont les infos de où se trouvent les paliers de liquidation de leurs propres clients, puisqu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les plateformes, leur modèle économique, elles gagnent de l'argent sur les frais de transaction, et c'est pour ça qu'elles incitent leurs utilisateurs à faire du trading. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est comme c'est des plateformes centralisées, elles ont accès à tous les données. C'est-à-dire que tous les traders qui mettent des stop-loss, qui mettent des choses comme ça, eh ben, Binance, Coinbase, Kraken, n'importe quelle plateforme centralisée, c'est exactement où sont les plus gros volumes de stop-loss et quel prix il faut aller toucher pour liquider un maximum de personnes. Et on parle de cette histoire suite au hack de Bybit, mais croyez-moi, et je suis convaincu de ça, même si je peux pas le prouver, ils le font régulièrement et c'est loin d'être la première fois qu'ils le font. Et pour moi, ils ont vendu un maximum d'actifs à ce moment-là pour aller liquider un maximum de leurs clients pour récupérer votre pognon pour rembourser Bybit qui s'est fait hacker. Pour moi, c'est ça qui s'est passé. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en plus de ça, ils le font avec vos actifs, pas avec les leurs. Les 100 millions que Binance a transférés à Wintermute au moment où ils ont fait leur prêt à Bybit, c'est pas leurs fonds propres, hein. C'est les fonds des utilisateurs. C'est vous qui laissez vos cryptos sur Binance. Binance a pris vos cryptos, les a envoyés à Wintermute, a dit à Wintermute de vendre pour faire chuter les prix, pour vous dumper sur la gueule, pour liquider vos positions avec vos propres fonds. Je sais pas si vous comprenez un petit peu. Hein. Alors,
Bien évidemment, tout ça, ça reste que spéculation. On n'aura aucune preuve matérielle, réelle de ce qui s'est réellement passé. On ne le saura probablement jamais. Mais encore une fois, voilà, on a des données et je vous laisserai les interpréter comme vous le souhaitez. En tout cas, je voulais vous montrer autre chose, issu d'un article que je vous mettrai encore une fois en description, que vous pourrez aller consulter, qui date de bien avant toutes ces histoires. Donc ça, c'est issu de l'article de Free Sigma, qui est une entreprise qui fait des audits sur la blockchain. Et qu'est-ce qu'on voit ici? En fait, ce que Free Sigma explique dans leur article, c'est que les plateformes centralisées manquent de transparence sur les liquidations et les niveaux de liquidation qu'il y a sur leur plateforme. Et en 2021, ils ont été contraints par une réglementation de changer leur modèle de clé API pour qu'il y ait une plus grande transparence sur ces niveaux de liquidation. Et du coup, je vous laisse un peu voir les volumes qu'il y avait de liquidation, les volumes de liquidation qu'il y avait sur cette période avant que les API ne changent et à quel point ça s'est réduit après, depuis que, bizarrement, ils doivent être un peu plus transparents. Et donc, vous vous rendez compte que je pense que maintenant qu'ils savent qu'ils sont obligés d'être un peu plus transparents, ils ont levé un peu le pied là-dessus, mais avant, c'était vraiment la fête et c'était open bar. Vous voyez les barres de liquidation qu'il y a là, je peux vous dire qu'ils en faisaient du pognon sur votre pognon, à vous. Mais malgré tout, malgré le fait que maintenant ils doivent être encore plus transparents, je pense qu'ils continuent à cacher des choses et ce qu'on va voir tout de suite sur le graphique suivant. Ici, donc, Free Sigma nous met une capture d'écran comparant des liquidations par plateforme. Donc la première que vous voyez, la plus grosse ici avec les plus grosses barres, c'est Hyperliquid, qui est donc un exchange décentralisé qui est relativement récent. Et vous voyez, les courbes de liquidation sont quand même relativement conséquentes. Et à côté de ça, vous voyez Binance, Bybit, qui sont juste les deux plus gros échanges mondiaux, et OKX, qui est également une énorme plateforme centralisée. Et donc vous avez deux dates, vous avez le 9 décembre et le 3 février, mais c'est juste, est-ce que vous voyez la différence qu'il y a entre le niveau de liquidation de Hyperliquid et de Binance et Bybit, par exemple? Alors que même Binance et Bybit, je pense qu'ils sont 100 fois plus gros qu'Hyperliquid. Pour moi, la seule différence qu'il y a là, c'est qu'Hyperliquid, eux, ils sont réellement et 100% transparents. C'est-à-dire qu'ils donnent vraiment toutes les données. Pour moi, Binance, Bybit et OKX cachent la majorité des volumes de liquidation qui se passent sur leur plateforme. Et vous verrez sur l'article de Free Sigma, ils ont fait des calculs en vous montrant, selon eux, quels sont les vrais volumes de liquidation sur Binance, Bybit et OKX si on compare au volume qu'il y a sur Hyperliquid par rapport au volume qu'il y a sur Binance et Bybit. Et vous allez voir que ça n'a rien à voir. Rien du tout. Donc, tout ça pour vous faire prendre conscience que malgré tous les acteurs que je viens de vous montrer auparavant, donc c'est-à-dire les présidents, les pays, les développeurs, les influenceurs, vous avez également les exchanges crypto qui jouent contre vous, qui sont là pour vous inciter à faire du trading parce que c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent, qui vous dumpent sur la tronche avec votre propre pognon dans le but de vous liquider pour vous piquer votre pognon. Et ça, il n'y a pas grand monde qui vous en parle malheureusement, mais c'est la réalité du marché crypto. Donc je voulais vraiment, avec cette vidéo, vous faire comprendre que tous les acteurs sur ce marché, mais tous les acteurs sur ce marché jouent contre vous. Et leur seul objectif, c'est de prendre l'argent qu'il y a dans vos poches et de le passer dans leur poche à eux. Prendre l'argent des particuliers, des retail, pour le faire passer dans la main des investisseurs, des market makers, des baleines, des gros acteurs de ce marché. Donc vraiment, 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 formez-vous, mais formez-vous sur ce marché. Ne faites pas n'importe quoi. Ne venez pas à la fleur au fusil en croyant que c'est facile. N'écoutez pas les gens qui vont dire que c'est facile de faire de l'argent en crypto parce que ce sont des menteurs. Et vraiment, venez préparer, formez-vous, achetez des formations. Je vends pas de formation moi aujourd'hui, mais peut-être que ça viendra, mais il y a plein d'acteurs, d'autres youtubeurs ou quoi très sérieux qui vendent des formations qui peuvent être très qualitatives. Et vraiment, en tout cas, formez-vous parce que sur ce marché, si vous venez comme ça, les mains dans les poches, la fleur au fusil, vous allez vous faire éclater. Parce que vraiment, je reviens sur le titre de ma vidéo, mais tout le monde joue contre vous. Tout le monde joue contre vous.
Voilà, donc écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo qui était relativement dense en informations, qui était relativement intense. Encore une fois, je vous mets tous les liens des articles que je vous ai partagés dans la description. Si vous voulez aller en savoir plus, n'hésitez pas à aller les consulter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Je sais qu'elle peut intéresser un maximum de gens, surtout des gens qui sont débutants en crypto, mais pas que. Vraiment, je pense que j'ai partagé des informations qui devraient être d'utilité publique. Donc, n'hésitez vraiment pas à partager cette vidéo autour de vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous étiez au courant de tout ce qui se passait sur ce marché, de ces différentes manipulations qui existent et de tous ces acteurs. Je vous laisse également le lien en description de mon guide e-book qui vous aidera à acheter vos premières crypto-monnaies de manière centralisée, de manière décentralisée et de savoir ce qu'il faut faire ensuite avec vos cryptos pour les sécuriser. Je vous accompagne encore une fois écran par écran pour vous montrer ce qu'il faut faire. Vous serez guidé étape par étape du début jusqu'à la fin pour ne pas vous tromper. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Et moi, j'espère justement vous retrouver sur une prochaine vidéo. Et je vous dis allez, ciao, à la prochaine!